Faut-il intégrer la Turquie à l'Europe? Fallait-il créer l'unité monétaire de l'Europe? Les États-Unis d'Amérique avaient-ils le droit d'attaquer l'Irak? Leur prétention actuelle sur l'Iran est-elle légitime? Dois-je payer les impôts devenus exorbitants? Un ministère de l'Éducation nationale est-il nécessaire ou même légitime? L'État ne devrait-il pas stopper ou au moins réglementer l'importation? Est-il encore possible de résister efficacement au mondialisme régnant? Mon père, bonjour. Vous êtes le père Jean-Dominique Fabre, dominicain. Vous êtes actuellement donc religieux en Belgique, à Steffeshausen. Vous avez écrit tout récemment 7 leçons de politique. Alors, 2 questions. Mon père, qui êtes-vous? Et deuxième question, quelle est l'idée de cet ouvrage? Bon, la deuxième question, plus facile à répondre que la première. La première, je suis religieux dominicain dans cette nouvelle fondation actuellement qui réside en Belgique, à l'est de la Belgique, à la frontière de la Belgique, ça s'appelle Steffeshausen, un nom allemand, et nous sommes 4 prêtres et un frère, et voilà, donc une maison dominicaine, et qui peut-être, si Dieu veut, compte s'installer en France un jour ou l'autre, selon la Providence, et voilà, donc qui rayonne actuellement un peu partout, en France beaucoup, mais aussi en Allemagne, par des retraites, par des prédications, et puis même en Pologne, aux États-Unis, enfin, selon à la demande un petit peu des... Voilà. Alors un religieux et un prêtre qui fait de la politique? Eh bien, figurez-vous que nous ne sommes pas le premier à le faire. Saint Thomas d'Aquin, le grand docteur dominicain donc, du XIIIe siècle, a étudié beaucoup la politique, en particulier la politique d'Aristote. Et donc, entre autres, commentaire de la politique d'Aristote, ses livres aussi, Lettres au roi de Chypre, qui a donné le De Regno, qui est bien connu, De Regimine Principum, et d'autres questions d'économie, parce que la théologie est une lumière qui éclaire toute la réalité. Bon, à la lumière de la révélation, c'est toute la vie humaine qui est éclairée et purifiée et ordonnée par la foi et la grâce. J'ai lu cet ouvrage ces 2 derniers jours. Il est très clair, très didactique, donc présenté en 7 leçons. Les 4 premières relèvent de la politique naturelle et éclairent en fait la politique par sa cause matérielle, donc les citoyens, sa cause efficiente qui est le pouvoir et la constitution. Voilà. Après ça, vous passez, après ces 4 causes, à la chrétienté, qui est comme une sorte de ressort qui attire l'ordre naturel vers l'ordre surnaturel, même collectivement. Vous concluez par révolution contre révolution. Vous avez voulu faire un cours. Déjà, le titre parle effectivement de cours, ce n'est pas 7 chapitres ou 7 parties, 7 leçons de politique, parce que c'est une trace écrite de conférence qui a été faite. C'est un peu un principe aussi chez nous, le fait on va écrire, mais on écrit. Il y a d'abord une prédication orale, et donc ce sont des cours, des conférences que nous avons données plusieurs fois et qu'on a approfondi bien entendu pour le mettre à la disposition de lecteurs. Et pourquoi le titre de leçon? Parce que justement on va se mettre à l'école des grands maîtres de la politique. D'un point de vue naturel, déjà Aristote, au IVe siècle avant Jésus-Christ, et d'autres penseurs, bien sûr Saint Thomas d'Aquin, mais aussi d'autres philosophes, d'autres théologiens, et sur aussi l'histoire. On ne peut pas faire de politique sans prendre ses sources dans l'histoire. D'où le titre de cette leçon, ce qui nous permet aussi, et c'est volontaire, de donner des textes d'ouvrages, que ce soit ou des penseurs réalistes ou des penseurs révolutionnaires ou contre-révolutionnaires, enfin, mais qu'on prenne le temps de lire un petit peu Rousseau, Marx, ça pour les révolutionnaires, et puis qu'on fréquente un peu Donoso Cortés, Monseigneur Frepel, donc des auteurs plus récents. Et donc c'est cette idée de leçon fait qu'on va quand même travailler. Ça veut dire que c'est un travail, c'est pas la gazette, si vous voulez, du métro. Il va falloir entrer dans cette pensée politique réaliste, qu'elle soit d'abord dans notre naturel, comme vous avez bien distingué. Les 4 premières leçons relèvent plutôt de la philosophie politique et ensuite relèvent plutôt de la théologie politique. C'est abondamment illustré en effet par l'histoire, ce qui rend évidemment la chose
très concrètes et finalement facilement abordables. J'ai eu une appréhension, je me suis dit, oh là là, on va rentrer dans de l'abstrait, on va décoller, et pas du tout, on voit défiler de Abonde-Fleury jusqu'à Louis XV, depuis Clovis jusqu'à Donoso Cortés, on voit tout le monde défiler avec des exemples historiques qui font penser à la culture d'un saint Thomas d'Aquin, qui connaissait bien tous les royaumes de l'Antiquité, ou de Fustel de Coulanges dans sa cité antique. Voilà. Ça, je trouve, c'est vraiment un point très très fort de ce livre. C'est que vraiment, on est tout le temps dans l'illustration de tous les principes. Il a fallu revenir en fait aux racines, parce que nous sommes tous des fils de la Révolution. Qu'on le veuille ou non, enfin, je suppose que nous sommes tous nés après 1789. Et donc, des fils de la Révolution, et qu'on le veuille ou non, nous sommes tous imprégnés de cet esprit de la Révolution, qui est un esprit démocratique, la Révolution ayant fait de la cité et des corps naturels de la société un tas de poussière. On peut dire la Révolution, on le montre évidemment par l'histoire et par les textes, que la Révolution est une pulvérisation. On pulvérise, ça veut dire on transforme en poussière les corps naturels, que ce soit les familles, etc., pour ensuite reconstruire avec un être artificiel. La Révolution, ce fameux solve et coagula, solver c'est détruire, on pulvérise, et après on fait de l'aggloméré, si on veut dire, si vous êtes menuisier, eh bien on fait de l'aggloméré, comme on parle aujourd'hui de famille reconstituée par exemple, on détruit la famille, évidemment, en faisant de la famille une espèce de collectif d'individus qui mènent leur vie, et on détruit cette réalité naturelle, ce corps naturel qui est la famille, pour ensuite le reconstituer, recoller, si on veut dire coagula, ça veut dire fabriquer de toute pièce un être artificiel. Mais ça, cet état d'esprit démocratique, on peut dire, ou pulvérisateur et révolutionnaire, nous l'avons tous dans le sang. Et donc il y a un long travail. Je pense que c'est pour ça que nous avons donné à peu près la moitié de l'ouvrage concerne ces 4 premières leçons, jusqu'à la page 100 ou 103, 104, jusqu'à la page 104. C'est pour retrouver cette habitus, cette pensée un peu politique. Qu'est-ce que c'est qu'un corps? Qu'est-ce que c'est qu'un corps social? Qu'est-ce que c'est qu'une famille? Qu'est-ce que c'est qu'un village? Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise, une ferme, une corporation de métier ici, ou association professionnelle? Qu'est-ce que c'est que et là, je pense que tous, nous avons un travail de fond à réaliser. Ça ne peut pas se faire, alors évidemment c'est dans la pratique, on commence par la pratique, mais nous avons voulu remonter au principe pour essayer de se corriger, à commencer par moi évidemment, que nous corrigions tous, pour retrouver le sens politique, parce que qui dit sens de la société politique, la réalité politique, dit aussi le sens de l'action après politique. Alors, vous dites, pas question de créer un parti catholique, ce serait reprendre l'arme de nos adversaires. Oui. Au sens bien sûr, au sens le parti, parce que là dans cette partie, excusez-moi la redite, mais le parti est une invention de la Révolution. C'est un ersatz, pour parler allemand, excusez-moi, c'est un produit de remplacement des corps naturels. Ce qu'il y avait autrefois, les partis aujourd'hui, ce sont les nouvelles régions, ou les duchés, ou que sais-je, mais au lieu qu'ils soient construits, qu'ils soient nés, pardon, de l'histoire et de la vie concrète et de la géographie en particulier, et des conquêtes et des reconquêtes et que sais-je, de tout le passé de la vie de l'Église et des diocèses par exemple, des archevêques, etc. Enfin, toutes ces différentes causes qui ont fait la réalité politique, que ce soit la Bretagne, que ce soit le duché ou l'Aquitaine, comme vous voudrez, et bien, ou le comté de Provence, c'est toute une histoire. Et alors ça a été détruit et on a dû le remplacer. On a remplacé les associations professionnelles par les syndicats. On a remplacé les régions par les partis. Et donc, il ne s'agit pas de retomber dans les principes ou les pièges ou les sophismes, on peut dire, de la Révolution. Alors, mon père, 2 questions. La première, qu'est-ce que la chrétienté? Quelle est sa définition? Et la seconde, quelle est votre espérance, l'espérance de la politique chrétienne, fondée sur Dieu et sur le Christ? Alors, vos 2 questions reprennent 2 leçons de notre ouvrage, à savoir la 5e et la 7e. La 5e parle de la chrétienté, traite de la chrétienté. En résumé,
on peut dire que la chrétienté, c'est un ordre social et politique. Social, ce qui veut dire famille, entreprise, travail, village et autres, et politique qui est au-dessus, qui va organiser. Donc c'est un ordre social et politique naturel, mais qui est inspiré par l'esprit de l'Évangile. Et inspiré, ça veut dire purifié, rectifié, dressé vers le ciel, réjoui, anobli par la grâce de l'Évangile. L'esprit de l'Évangile, ça veut dire les lois de l'Église, par exemple, ça veut dire la vie de la vérité révélée, et puis le culte, bien sûr, liturgique, et puis la grâce, la vie chrétienne. Donc la chrétienté, un ordre naturel, social et politique, qui est vivifié, purifié, anobli par l'esprit de l'Évangile et les lois de l'Évangile. Et alors, ça répond à la deuxième question, puisque dans la chrétienté, il y a ces deux éléments qui n'en font qu'un, ça veut dire deux vies qui n'en font qu'une. D'un côté, la vie naturelle, sociale, politique, l'homme est naturellement politique, dit Aristote, et donc c'est dans la nature des choses, et la grâce. Donc vous avez tout à la fois la force de la nature et la force de la grâce. La Révolution a voulu briser la force de la nature, aussi la grâce, mais d'abord, surtout la force de la nature, mais elle ne peut pas le faire. Ce serait une tendance protestante. Luther dit, et nous le citons, que la nature est morte. À cause du péché originel, la nature est morte. En allemand, eine ewige Fäulnis, l'humanité est une pourriture éternelle, dit-il. Et parce que tout a été brisé, et donc sans aucune chance de se relever. Et ça, c'est une position protestante qui n'est pas du tout catholique et qui n'est pas la nôtre, parce que la nature, elle est faite par Dieu. Elle sort des doigts de Dieu, de la main de Dieu, et donc là où vous suivez l'ordre naturel, eh bien vous avez toujours la vie naturelle, ça vient de Dieu. Et alors, il faut bien entendu que cet ordre naturel, la famille, le village, la corporation, et toutes les entreprises sociales ou politiques soient vivifiées, éclairées, purifiées, rectifiées par l'Église. Et donc il y a une espérance, on peut dire politique d'une certaine manière, dans la mesure où l'espérance s'appuie sur la force de Dieu et sur les choses que Dieu fait. Et une famille, c'est fait par Dieu. Et si c'est l'homme qui fabrique, alors c'est encore une fois un ersatz, et alors là, évidemment, ça ne va pas marcher. Et ça conduit à la catastrophe. Mais d'une certaine manière, si on peut dire, et c'est pourquoi nous consacrons notre 7e leçon à la contre-révolution. Ne pas être dans cette attitude, cet état d'esprit d'un échec, si vous voulez, absolu, comme si Dieu avait perdu. Mon père, merci. Donc, il s'agit de l'ouvrage 7 leçons de politique aux éditions du Salon, du père Jean-Dominique Fabre, dominicain, au prix de 20 €, qu'on trouve dans toutes les bonnes librairies. Voilà. Mon père, à très bientôt. Voilà, merci beaucoup.